Benjamin Netanyahou face à la justice. La volte-face, quelle volte-face, Alexis, racontez-nous. Vous savez que la scène politique israélienne est tout à fait passionnante, mais ces rythmes politiques d'élection, mais ces rythmes aussi de séquences politiques sont encore plus accélérés que ceux des démocraties européennes de l'Ouest, occidentales. Donc c'est pas peu dire. On est vraiment dans un processus qu'en son temps, le grand sociologue et historien Daniel Halevi avait analysé comme l'accélération de l'histoire. Tout s'accélère, tout va très vite, et les réactions des acteurs, des actrices de la vie politique sont ultra rapides dans une scène, on va dire, un petit peu hystérique aussi, soyons réalistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chose très simple, c'est que Avishai Mandelblit, que nos auditeurs, nos auditrices connaissent comme étant le procureur général de l'État d'Israël, un rôle donc, on va dire, judiciaire et politique très important, a décidé que la négociation en cours autour de plusieurs affaires visant Benjamin Netanyahou allait être suspendue car il va quitter ses fonctions. Il quitte ses fonctions cette semaine, à la fin de la semaine, et donc il a décidé que cette négociation, cette âpre négociation entre le parquet israélien et les avocats, les conseils, comme on dit, de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, sera suspendue. Elle n'est pas annulée, mais elle est suspendue. Et c'est son successeur qui reprendra le dossier. Cela ne fait pas les affaires de Benjamin Netanyahou, qui est en quelque sorte, depuis le début, j'allais dire, pris entre deux feux. D'un côté, manifester ce qu'il considère être comme son innocence. Quel est le meilleur moyen de le manifester ? Est-ce d'avoir un procès ou est-ce de ne pas en avoir ? C'est ça. Eh bien, jusqu'à maintenant, il semblait qu'il souhaitait tout faire pour échapper aux foudres judiciaires, avec les condamnations qui pourraient s'en suivre. Et visiblement, il a décidé, nous publions d'ailleurs un large extrait de son communiqué que Nathalie Sosna-Ophir a traduit pour nous, il a décidé, à la suite de l'annonce, dans les 5 minutes qui ont suivi l'annonce de cette décision du parquet général d'Israël par la voix d'Avishai Mandelblit, de contre-attaquer et de dire, non, moi je veux un procès, et puisque je veux un procès, je me maintiens à la tête de mon parti, le Likoud, pour faire exister ma famille politique. Vous imaginez le psychodrame dans lequel est plongé... Voilà, et donc c'est intéressant, c'est très intéressant à analyser. Et donc la volte-face, le titre que nous avons choisi avec les équipes, ça veut dire ça. Ça veut dire la volte-face du parquet, mais aussi la volte-face du principal intéressé et prévenu, qui est Benjamin Netanyahou. Et donc nous avons des analyses politiques, avec nos analystes politiques, Daniel Haïk de I24, qui fait une analyse justement sur les camps en présence, parce que l'opinion, on va y venir, est profondément fracturée. Et Emmanuel Navon aussi, qui est un analyste politique réputé de notre chaîne aussi, et puis qu'on fait intervenir souvent dans les colonnes de Actualité Juive, bien sûr, et qui commente cette situation, j'allais dire relativement inédite en fait dans l'histoire des grands procès qui ont émaillé l'histoire de la République israélienne. Voilà. Tout à fait. Donc un dossier à suivre avec beaucoup d'intérêt à découvrir. Et il va se passer des choses. Parce que Benjamin Netanyahou, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais là, le journalisme se doit parfois de dépasser les querelles idéologiques pour être impartial. C'est un grand animal politique. Grand animal politique. Donc, ceux qui pouvaient escompter l'essoufflement de sa carrière, voire sa mise au banc, dans l'hypothèse où il aurait accepté certaines clauses de l'accord qui était en préparation. Je rappelle que Lise, cet accord proposait l'abandon des charges judiciaires retenues contre lui en échange de la promesse de son retrait des affaires publiques. Il payait en quelque sorte l'abandon des poursuites de la fin de sa carrière politique. Et en fait, il n'en veut pas. Pour l'instant, en tout cas, à la suite, il n'en veut plus. Donc ça veut dire, on peut le suggérer, on le suggère dans le dossier d'ailleurs avec nos analyses, avec Pascal Zonshine, ça veut dire que pour l'instant, l'hypothèse de mettre entre parenthèses sa carrière politique n'est pas une hypothèse qui le satisfait, n'est pas une hypothèse qui satisfait ses conseils, et n'est probablement pas, vous savez, il faut toujours chercher la femme chez les hommes politiques, pardon, de cette saillie, mais n'est probablement pas non plus l'hypothèse qui satisfasse le plus son épouse, l'influente Sarah Netanyahou, qui souhaite qu'il se batte jusqu'au bout
et qu'il garde le Likoud. Il l'a d'ailleurs manifesté, encore une fois, immédiatement, dans ce communiqué de presse relativement historique. Oui, historique, on peut le dire. Et hystérique. Et hystérique. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, Alexis, maintenant, on va peut-être revenir en France pour évoquer la campagne. Et au cœur de la campagne, la problématique du pouvoir d'achat, car les prix vont flamber en 2022. Alors oui, toutes les prédictions, si vous voulez, des gens qui connaissent très très bien les milieux économiques. Oui. Je pense notamment au patron des centres Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, qu'est-ce qu'il dit à tous ses interlocuteurs, toutes ses interlocutrices? C'est des gens qui sont très cortiqués, qui ont des réseaux politiques, naturellement. Il parle à la droite, il parle à la gauche, il parle au centre macronien, aux macronistes. Il leur dit, attendez, ne vous trompez pas. 2022 se joue en partie sur cette question de la flambée des prix. Pour l'instant, on ne le voit pas encore tout à fait. Enfin, les Français le ressentent dans leur quotidien, mais ça va se jouer là-dessus. Et après l'élection présidentielle, à partir de l'été, vous risquez d'avoir une situation presque ingérable. Et d'ailleurs, Leclerc, dans ses conversations, on n'en fait pas état là dans le journal, mais je vous le raconte à vous. Leclerc dit, on risque d'avoir gilet jaune, mais puissance 10. Parce que les gens ne vont plus pouvoir boucler leur fin de mois. Donc, c'est la réalité. Il y a une perception, déjà, de beaucoup de Français, que Michaël Darmon, dans son excellente analyse, reflète avec le sondage qu'il commente, qu'en fait, la vraie priorité n'est pas l'identitaire, ce qu'on appelle le problème migratoire, de l'intégration, etc. C'est classé 25% pour eux. C'est pas le sanitaire, qui est classé 35%. C'est pas l'environnemental et écologique, qui est classé 28%. À 44%, les sondés disent que le thème le plus important, c'est celui de la vie quotidienne et du bouclage des fins de mois, autrement dit ce qu'on appelle, en termes techniques, le pouvoir d'achat. C'est fondamental. Et donc, dans les états-majors politiques que vous suivez, comme nous, ici à Radio J, avec des voix de talent et de brio comme Barbier, tout le monde sait, LREM, chez Macron, Pécresse, LR, et évidemment aussi les gens du Rassemblement national. Tout le monde sait que le vrai déterminant n'est pas l'identitaire, n'est pas le sanitaire, ça va être cette question du pouvoir d'achat. Autrement dit, quelles propositions économico-sociales vont être déclinées par les différents candidats, les différentes candidates, pour répondre à ce challenge que personne, en fait, il y a un an, n'avait vu venir. Même. Exactement. Il ne faut pas en tirer, Darmon a raison, il ne faut pas en tirer des conclusions définitives sur l'ère qui va s'achever, c'est-à-dire sur ce premier quinquennat. On ne sait pas s'il est responsable ou si c'est un contexte plus global. Mais en revanche, dans les états-majors politiques, c'est ça qui compte. Le sentiment que les Français sont à bout, parce que beaucoup d'entre eux ne peuvent plus boucler leur fin de mois, est une donnée, un paramètre, si vous voulez, politique, qu'ils sont obligés de prendre en ligne de compte. Et il y a peut-être aussi, on verra, on a 2 mois et demi pour le vérifier. Il y a peut-être aussi, au premier tour, une expression politique de cette colère, de ce désespoir, de ce ressentiment qui va légèrement faire bouger la donne par rapport aux sondages d'intention de premier tour qui donnent tous, sans exception, Emmanuel Macron en première position. Mais ça n'est pas sûr que ça se maintienne si cette question devait revenir au premier plan. Je vous livre, c'est un secret de polichinelle. Le président de la République, avec son intelligence politique, joue le sanitaire. Il veut être réélu sur cette question du sanitaire et du vaccinal, avec intelligence. Mais ça n'est pas sûr, encore une fois, d'après ce sondage que Michaël Darmon commente, que ce soit le premier critère de choix et de sélection sur lequel les Français et les Françaises vont se déterminer. Évidemment. Un mot sur celle qui va être notre invitée dans quelques instants. Je cite Sandrine Kiberlin, un entretien exclusif pour Actualité Juive. Alors exclusif dans le cadre des entretiens. Je suis honnête. Elle est partout. J'essaye d'être un garçon honnête, moi, vous savez. Donc vous avez raison. Voilà. Bon, exclusif dans le cadre des entretiens qu'elle donne. Mais c'est vrai qu'avec notre journaliste culture, l'excellent Robert Sander, elle lui dit des choses qu'elle ne dit pas ailleurs. Sur la dimension
juive. Ah, vous savez pas ce qu'elle va nous dire tout à l'heure. Oui, mais elle va vous dire à vous aussi Oui, des choses, absolument. Je n'en doute pas. Non, je plaisante. Non, mais je n'en doute pas. Oui. Je connais votre talent d'intervieweuse et C'est gentil. vous allez lui arracher des confidences. Mais à nous aussi, elle a donné des choses bien qu'elle sûr. ne donne pas ailleurs. Bien Sur sûr. la dimension juive de sa famille, mais ça c'est une évidence, Oui. vu qu'elle met en scène les prodromes de la Shoah, hein, le moment où ce qu'on appelait la montée des périls dans les années 30, hein, où l'étau se resserre sur les Juifs dans toute l'Europe. Oui. Elle a une héroïne qu'elle met en scène. C'est un film que je n'ai pas vu. Hein. Je vous résume Moi, oui. personnellement. Robert Sander, naturellement, l'a vu. Oui, mais elle nous moi dit aussi des choses très fortes, je crois, sur ce que nous devons savoir, à savoir que la lèpre de l'antisémitisme ne disparaîtra probablement jamais. Et donc, comme on dit aujourd'hui, pour reprendre une formule un peu éculée, faut apprendre à vivre avec et à se battre. Ouais. Et par ailleurs, Sandrine Kiberlin, c'est une personnalité sympathique dont une grande partie de la famille, du côté de son papa, réside en Israël. Donc elle nous parle aussi avec beaucoup d'affection, beaucoup d'empathie d'Israël. Absolument. Oui. Je pense qu'elle va le faire avec vous dans un instant. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, Merci Alexis à vous. Lacroix, pour Merci à ce vous. joli numéro d'actualité juive. Je rappelle, on peut s'abonner. Il faut s'abonner. Il faut. Nous avons d'ailleurs avec... Il faut aller sur actualitéjuive.com. Et nous avons d'ailleurs fait un peu le point avec la directrice de la société d'édition, Lucie Lastel. On a fait le point à la place de mon édito traditionnel sur les 18 mois de fonctionnement du journal, sur l'état des abonnements, mais aussi sur les exigences de nos lecteurs. On résume un petit peu ce que les sondages ont fait remonter sur leurs attentes et sur leurs espérances. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous et rendez-vous Merci, Charlize. la semaine prochaine, Alexis. Mais bien sûr. Au revoir, merci.